Un PDG millionnaire confond la femme de ménage avec une invitée VIP, et son attitude le rend follement amoureux. La nuit tombait doucement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière dorée filtrée par les réverbères du boulevard Haussmann. L'hôtel de Crillon, joyau de l'architecture du XVIIIe siècle, brillait de mille feux. Ses chandeliers, ses dorures et ses tapis rouges semblaient rivaliser de splendeur pour accueillir l'événement le plus attendu de l'année dans le monde de la technologie, la grande soirée annuelle de la Delvaux Innovation. À l'intérieur, tout était orchestré avec une précision militaire. Serveurs en gants blancs, musiciens accordant les derniers instruments, techniciens testant les jeux de lumière, rien n'était laissé au hasard. Dans une des ailes discrètes du bâtiment, loin des regards, une jeune femme frottait le marbre du sol avec méthode. Élodie Moreau, 24 ans, portait l'uniforme discret des agents d'entretien. Pantalon noir, polo gris, cheveux noués en un chignon serré. Elle venait d'être embauchée par une entreprise de nettoyage sous-traitante, et ce soir était sa première mission dans un lieu aussi prestigieux. Tout en essuyant avec soin les dernières traces sur les miroirs, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la salle principale. Elle n'avait jamais vu autant de cristal, de soie et de luxe réunis dans un même endroit. Pourtant, elle restait concentrée. Son objectif n'était pas de rêver, mais de bien faire son travail, afin d'éviter toute remarque ou pire un licenciement immédiat. De l'autre côté de la salle, dans un coin réservé aux organisateurs, un homme surveillait les moindres détails d'un œil froid et calculateur. Mathieu Delvaux, 40 ans, fondateur et PDG de Delvaux Innovation, tenait dans la main une coupe de champagne qu'il ne buvait pas. Il balayait la salle du regard, vérifiant que chaque invité soit accueilli avec la déférence attendue, que les représentants des médias soient installés à leur place, que le service soit irréprochable. Grand, élégant, le visage impassible, Mathieu était le prototype même de l'homme d'affaires qui ne laisse rien au hasard. On le disait perfectionniste, exigeant, distant. Ce soir, il incarnait à la perfection son propre mythe. Malgré l'ambiance festive, Mathieu ressentait une forme d'ennui sourd. Ses soirées, répétées année après année, lui paraissaient de plus en plus mécaniques. Il en connaissait les sourires convenus, les flatteries masquées, les conversations préfabriquées. Il s'apprêtait à quitter un instant la scène pour se retirer dans les coulisses quand son regard s'arrêta sur une silhouette singulière. Dans un coin de la pièce, une jeune femme marchait d'un pas sûr, tenant dans la main un seau et un chiffon. Son allure contrastait avec la foule environnante, simple mais étonnamment gracieuse. Elle ne semblait pas gênée par le faste, ambiant, ni impressionnée par les regards. Il y avait chez elle quelque chose d'étonnamment paisible, et cela attira son attention. Mathieu fronça légèrement les sourcils. Il connaissait chaque invité de la liste, et pourtant cette femme ne lui disait rien. Elle ne portait pas de robe de soirée ni de bijoux. Son uniforme était modeste, mais sa démarche, son port de tête, sa manière d'observer discrètement la salle, tout en elle, dégageait une élégance brute, authentique. Peut-être s'agissait-il d'une artiste invitée incognito ou d'une nouvelle collaboratrice au style atypique. L'idée l'intrigua. Il s'approcha lentement, traversant la salle avec cette manière assurée qui le caractérisait sans un mot, sans détour. Quelques regards se tournèrent vers lui, mais il n'y prêta aucune attention. Élodie, accroupie près d'un pilier pour ramasser un morceau de verre tombé, sentit une présence et leva les yeux. Elle reconnut immédiatement l'homme que tout le monde désignait comme le maître de la soirée. Elle se redressa instinctivement, tenant encore le chiffon à la main, surprise qu'il s'adresse à elle. « Bonsoir, dit-il d'un ton calme, presque chaleureux. Vous semblez très concentré. Puis-je vous offrir une coupe de champagne ?» Élodie cligna des yeux. Un instant, elle crut avoir mal compris. Mais il souriait légèrement, sans ironie, sans condescendance. Elle hésita. Tout en elle lui disait qu'elle devait répondre, se justifier, expliquer sa présence. Mais il n'y avait dans ses yeux ni moquerie, ni réprobation. Juste une curiosité sincère. « Je vous remercie, mais je suis en plein travail, » répondit-elle. Poliment, la voix claire. « Je suis de l'équipe de nettoyage. Il me reste encore quelques zones à finir avant la fin de mon service. » Elle aurait pu baisser les yeux, détourner le regard, s'excuser même. Mais elle resta droite, le regard franc. Mathieu la fixa, interdit. Il venait de comprendre qu'il s'était trompé, mais au lieu d'éprouver de l'embarras, il se sentit désarçonné. Il n'y avait dans sa voix ni gêne ni arrogance,
juste une honnêteté qui, dans ce monde de faux-semblants, tranchait comme une lame de rasoir. Elle fit un pas de côté, prête à s'éloigner, mais il resta là, figé, incapable de détourner le regard. Ce qu'il venait de ressentir n'avait rien à voir avec les multiples rencontres qu'il avait connues. Il y avait chez cet inconnu une forme de clarté troublante, une lumière que même les lustres du crayon ne parvenaient pas à éclipser. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, venait de fissurer l'armure impeccable du grand Mathieu Delvaux. Et la nuit, à peine commencée, promettait déjà d'échapper à tout contrôle. Les invités commençaient à affluer, vêtus de costumes impeccables et de robes longues aux tissus chatoyants. Des conversations s'élevèrent dans l'air, entre éclats de rire, salutations mondaines et promesses de collaboration future. Mathieu Delvaux, pourtant habitué à dominer chacune de ses soirées, se tenait encore près du pilier où Élodie venait tout juste de s'éclipser. Il gardait les mains croisées derrière le dos, le regard fixé sur l'endroit par où elle avait disparu. Une sensation étrange lui parcourait l'échine, une forme de déséquilibre qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Déterminé à ne pas laisser ce trouble le distraire, il prit une profonde inspiration et retourna vers la zone de réception. Mais à peine quelques pas plus loin, son regard accrocha de nouveau la silhouette de la jeune femme, cette fois à l'autre bout de la salle. Élodie passait discrètement entre les tables, ajustant un bouquet qui penchait dangereusement, ramassant un déchet oublié près du buffet. Sa démarche, bien qu'effacée, était fluide, maîtrisée, presque chorégraphiée. Elle semblait se mouvoir sans déranger, sans attirer l'attention. Et pourtant Mathieu ne parvenait pas à détourner les yeux. Il prit une coupe sur le plateau d'un serveur et s'approcha, cette fois avec une intention plus claire. Il n'avait pas l'habitude d'engager la conversation sans but précis, mais ce soir, il se surprenait à ressentir une forme d'élan, impulsif. « Je crois que vous m'avez échappé tout à l'heure, dit-il, en s'arrêtant à quelques pas d'elle. Élodie, qui venait de replacer une chaise, releva les yeux. Elle ne sourit pas, mais son expression était calme, presque interrogative. « J'ignorais que le personnel faisait partie des invités ce soir, continua-t-il, une lueur d'ironie dans la voix, mais sans méchanceté. Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne suis pas invité, je travaille, et je pensais que c'était assez visible. » Mathieu fut pris au dépourvu par la franchise de la réponse. La plupart des gens, confrontés à un homme de son envergure, se seraient justifiés ou auraient tenté une plaisanterie. Elle, non. Elle constatait un fait. Son ton n'était pas provocateur, mais simplement honnête. Une honnêteté rare, brutale, presque rafraîchissante dans cet univers saturé d'ambitions dissimulées. « Je vous ai confondu avec une invitée, admit-il. Votre posture, elle ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui s'efface. » Élodie le regarda quelques secondes, sans répondre. Elle cherchait visiblement à comprendre ce qui l'attendait, mais elle ne cédait pas à l'intimidation. Elle ne baissait pas les yeux. Mathieu, de son côté, réalisait qu'il ne maîtrisait pas l'échange. Ce n'était pas un dialogue dont il pouvait dicter le rythme, et cela l'intriguait. « Ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, » répondit-elle, finalement. « Mais dans ce milieu, on apprend vite à se faire oublier. Et pourtant, vous ne passez pas inaperçu. » Il y eut un silence. Elle détourna un instant le regard vers une table qu'un serveur venait de quitter, puis se concentra de nouveau sur lui. « Si je puis me permettre, monsieur, ce serait préférable que vous retourniez à vos invités. Je n'aimerais pas que l'on pense que j'essaie de me faire remarquer. » Ce « monsieur », prononcé sans flatterie ni ironie, le ramena à une réalité qu'il avait voulu ignorer. Il était le PDG, l'homme que tout le monde regardait, et elle, une employée de passage. Mais il y avait dans ces mots plus qu'un rappel de leur différence de statut, une volonté claire de préserver son intégrité. Mathieu hocha lentement la tête, presque admiratif. « Vous avez raison. C'est moi qui vous dérange dans votre travail, au fond. » Il leva sa coupe comme pour lui porter un toast silencieux, puis s'éloigna, non sans lui jeter un dernier regard. Elle retourna à ses tâches, comme si rien ne s'était passé. Mais lui, de son côté, n'en revenait pas. Quelque chose dans cette femme résistait à toutes les cases dans lesquelles il avait appris à ranger les gens. Elle ne cherchait ni à l'impressionner ni à fuir. Elle existait simplement. Et cette présence brute, sincère, le déstabilisait profondément. Au cours de la soirée, il fit ce que l'on attendait de lui. Il serra des mains, prononça un discours fluide, prit des photos avec des partenaires internationaux.
Mais son esprit restait en arrière, bloqué sur ce court échange, sur ces quelques phrases échangées au milieu des dorures. Il l'observait à distance, luttant contre le désir irrationnel de retourner lui parler, de prolonger cet instant, suspendu où pour une fois, il ne jouait pas un rôle. Lorsqu'elle quitta la salle en fin de soirée, enroulée dans un manteau sombre trop léger pour le froid qui s'installait, il ressentit un vide absurde. Il ne savait rien d'elle, si ce n'est ce qu'il avait vu. Une droiture qui n'avait besoin d'aucun artifice, une grâce désarmante parce qu'elle n'était ni feinte ni intentionnelle. Il resta seul un moment, longtemps après le départ des invités, alors que l'équipe de nettoyage redoublait d'efforts pour rendre à la salle son éclat initial. Les lumières se tamisaient peu à peu. Les musiciens avaient plié leurs instruments et les dernières coupes de champagne s'empilaient sur les plateaux. Un de ses collaborateurs s'approcha pour lui remettre les résultats de la tombola caritative de la soirée. Mathieu prit la feuille sans vraiment la lire. Il ne pensait qu'à une chose, le mystère silencieux d'une femme qui avait refusé une coupe de champagne et l'attention d'un homme de pouvoir, non par fierté, mais parce qu'elle avait autre chose à faire. Et ce refus, loin de froisser son ego, avait allumé en lui une flamme qu'il croyait éteinte, le désir de comprendre. Car dans cette salle remplie de sourires apprêtés, elle était la seule personne à ne pas avoir cherché à gagner quelque chose de lui. Et cela, il n'arrivait pas à l'oublier. Le lendemain matin, les colonnes des journaux spécialisés en économie et en technologie faisaient l'éloge de la soirée organisée par Delvaux Innovation. Les clichés de la salle, des invités, du discours de Mathieu Delvaux étaient partout. On y louait son élégance, sa rigueur, sa capacité à rassembler les plus brillants esprits du secteur. Rien dans ces récits officiels ne laissait transparaître l'épisode singulier qui avait marqué Mathieu plus que tous les éloges reçus. Tandis que son équipe s'affairait à trier les retours médiatiques et les promesses de partenariat, lui restait silencieux dans son bureau, regardant par la baie vitrée les toits parisiens encore embrumés. Il revoyait Élodie, debout, droite le chiffon en main, refusant le champagne et son attention avec une simplicité déroutante. C'était cette absence de calcul qui l'avait frappé, dans un monde où chaque regard, chaque mot, chaque posture est stratégique. Elle n'avait rien simulé. Elle n'avait pas joué à celle qui veut plaire, ni à celle qui se rebelle. Elle avait juste dit non, et ce non, calme et sans orgueil, résonnait encore dans sa mémoire. Mathieu tenta de se convaincre que ce n'était rien. Une curiosité passagère, une réaction humaine à une exception dans un décor trop parfait, mais il se surprit à chercher son nom. D'abord en interrogeant ses souvenirs de la soirée, puis en contactant discrètement son responsable logistique sous prétexte d'un oubli matériel. Il décrivit une jeune femme de taille moyenne, brune, qui avait travaillé à la remise en ordre de la salle. On lui répondit que plusieurs équipes s'étaient relayées, mais qu'une nouvelle recrue avait été affectée pour la première fois à l'hôtel de Crillon la veille. On lui communiqua son nom, Élodie Moreau. Alors qu'il répétait ce nom à voix basse, un de ses assistants entra dans le bureau pour l'informer de la réunion du comité de direction. Mathieu hocha la tête et se leva sans un mot. Pendant toute la réunion, pourtant, son esprit était ailleurs. Il écoutait à peine les chiffres, les projections, les stratégies. Il y avait en lui une agitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, une forme de trouble, d'interrogation continue qui le ramenait toujours à cette image d'Élodie, refusant poliment ce qu'on lui offrait. Après la réunion, il se retrouva seul dans l'ascenseur, fixant son reflet dans le miroir. Ce qu'il voyait l'agaçait, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'il ressentait. Il était Mathieu Delvaux. Il dirigeait l'un des groupes les plus puissants du secteur. Il avait bâti un empire à force de discipline, de froideur, de décision sans attachement. Et voilà qu'une inconnue avait fissuré cette structure en lui adressant simplement la vérité. Il décida en fin de journée de sortir marcher seul, sans chauffeur ni garde du corps. Il longea les quais de la Seine, s'arrêta un instant devant les bouquinistes, feuilleta un livre sur la philosophie stoïcienne, puis continua à pied jusqu'à un petit café du quartier latin. Il s'assit à la terrasse, commanda un espresso et sortit son carnet de notes. Ce carnet, qu'il n'utilisait que dans les moments de doute, était presque vide. Mais ce soir-là, il écrivit un nom, Élodie Moreau. Il se souvint alors d'un détail qu'il avait failli négliger. Au moment de leur échange, elle avait mentionné qu'elle avait encore des zones à finir.
Ce choix de mots, inhabituel, précis, trahissait une maîtrise du langage bien supérieure à celle attendue dans son poste. Elle parlait avec soin, comme quelqu'un habitué à manipuler les idées. Cela renforça encore davantage son trouble. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi, alors qu'il avait toujours fui l'imprévu, sentait-il que ce mystère méritait d'être éclairci? Pendant les jours qui suivirent, il chercha des prétextes pour passer plus de temps dans les lieux où travaillait la société de nettoyage sous-traitée. Il croisa plusieurs employés, toujours polis, toujours distants, mais jamais elle. Chaque absence d'Élodie devenait une frustration silencieuse, jusqu'au moment où enfin, il l'aperçut de nouveau dans le hall de l'entreprise, un matin pluvieux. Elle portait toujours le même uniforme sobre, un chignon discret, une expression neutre. Elle ne semblait pas l'avoir vue. Il s'approcha, lentement, et cette fois-ci il parla sans détour. « Mademoiselle Moreau ?» Elle se tourna, légèrement surprise, mais pas déstabilisée. « Oui, j'aimerais m'excuser si je vous ai mise mal à l'aise l'autre soir. Ce n'était pas mon intention. » Elle le regarda sans sourciller. « Vous ne m'avez pas mise mal à l'aise. J'ai simplement fait ce que je devais faire. » Il hocha la tête. Il aurait pu partir à ce moment-là, mais quelque chose en lui le poussa à aller plus loin. « Vous avez une manière de vous exprimer très précise. Avez-vous étudié quelque chose dans ce domaine ?» Elle resta silencieuse un instant, pesant sa réponse. « J'étudiais la philosophie à Lyon. J'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. » Cette réponse simple réveilla en lui un souvenir ancien, sa propre jeunesse, ses débuts sans ressources, ses années d'efforts solitaires. Il sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge. Il aurait voulu lui dire qu'il comprenait, qu'il respectait cela, mais il n'en fit rien. Il se contenta de la remercier et la laissa reprendre son travail. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il comprit que ce n'était pas de la fascination, ni un simple caprice. Ce qu'il ressentait en présence d'Élodie, c'était une forme de vérité à laquelle il n'avait plus été confronté depuis longtemps. Et cette vérité-là, même silencieuse, le désarmait plus que n'importe quelle attaque. Dans le silence ordonné de son bureau au dernier étage de la tour Delvaux, Mathieu fixait le tableau numérique qui affichait les indicateurs de performance de l'entreprise. Habituellement absorbé par la moindre variation, il laissait ce matin-là les chiffres défiler sans réagir. Ce n'était pas qu'il manquait de concentration, c'était qu'un autre type de question le hantait. Depuis leur dernière conversation, la figure d'Élodie était devenue une présence persistante dans son esprit. Il ne s'agissait plus d'une simple image ou d'un souvenir, mais d'un questionnement sourd qui s'immisçait dans toutes ses réflexions. Pourquoi une personne qui n'appartenait à aucun cercle de son monde le touchait-elle autant? Et surtout, pourquoi cette impression qu'il se trahissait en cherchant à comprendre ce mystère? Il demanda à son assistant, personnel, sans entrer dans les détails, s'il pouvait obtenir des renseignements plus précis sur la société de nettoyage avec laquelle ils avaient un contrat. L'ordre fut exécuté sans commentaire, mais non sans surprise. Mathieu ne posait jamais ce type de questions. Quelques heures plus tard, le nom d'Élodie Moreau figurait sur un document interne avec d'autres informations. Elle avait été embauchée 3 semaines plus tôt, affectée au nettoyage des événements de prestige, disponible uniquement le soir, avec un contrat à durée déterminée. À la lecture de ces lignes, un mélange étrange d'orgueil blessé et de culpabilité envahit Mathieu. Il n'était pas censé connaître ces détails, et pourtant il les cherchait. Ce besoin de savoir, de percer cette distance entre leurs deux mondes, devenait une obsession silencieuse, presque honteuse. Il sentait déjà que cette curiosité allait au-delà de la raison, mais il ne parvenait pas à y résister. La situation prit une autre tournure quand, au cours d'une réunion de direction, un des cadres de la communication évoqua une rumeur ayant circulé parmi le personnel. Quelqu'un avait vu le PDG parler à une membre de l'équipe de nettoyage lors de la soirée de gala. Cela aurait pu passer inaperçu si cette personne n'avait pas été interrogée avec insistance, jusqu'à ce que le nom d'Élodie soit prononcé. Clara Rousseau, directrice de la stratégie et proche de Mathieu depuis plusieurs années, ne tarda pas à lui en parler en privé. Dans son bureau au design épuré, elle ferma la porte et croisa les bras, son regard direct, légèrement inquiet. « Mathieu, je ne veux pas être intrusive, mais il y a des bruits qui courent. Tu aurais été vu en pleine conversation avec une employée de nettoyage pendant la soirée. Tu sais comment ce genre de choses est perçu. Tu devrais faire attention. »
Ce n'est pas le moment de laisser les interprétations déraper. Il ne répondit pas tout de suite. Il savait que Clara n'agissait pas par malveillance. Elle avait été l'une de ses alliées les plus loyales, toujours soucieuse de préserver l'image de l'entreprise. Mais il y avait dans son ton quelque chose qui le heurta, comme si elle le ramenait à une posture qu'il ne voulait plus occuper, celle du dirigeant intouchable dont chaque geste doit être calculé. « Je n'ai rien à cacher, répondit-il enfin, et je n'ai fait que parler à quelqu'un qui, à mes yeux, méritait d'être écouté. » Clara soupira. « Tu es libre de penser ce que tu veux, mais tu n'es pas un homme libre comme les autres, Mathieu. Chaque action de ta part devient un signal, une déclaration. Même si tes intentions sont nobles, le reste du monde ne le verra pas comme ça. Tu joues avec une image que tu as mis des années à construire. » Il détourna le regard frustré. Il comprenait ce qu'elle disait, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de révolte. Si même une simple conversation honnête devenait un acte politique, alors où était la liberté? Où était l'humain? Depuis quand fallait-il se conformer à une image au point de nier les vérités qui nous touchent? Le lendemain, il évita volontairement Clara. Il concentra son énergie sur une série de réunions stratégiques, tenta de se perdre dans les présentations, les budgets, les courbes de croissance. Mais chaque fois qu'un moment de silence s'installait, le visage d'Élodie réapparaissait. Il se remémorait ses mots, son calme, sa manière de ne pas chercher à séduire ni à fuir. Pour se convaincre qu'il exagérait, il tenta de rationaliser. Peut-être n'était-ce qu'une fascination temporaire, un écho de solitude qu'il refusait de nommer. Mais rien ne faisait taire cette intuition qu'il avait touché à quelque chose d'authentique, quelque chose que ni l'argent, ni le pouvoir ne pouvaient offrir. Un soir, alors qu'il quittait le bureau plus tard que d'habitude, il croisa dans le hall une des équipes de nettoyage, en train de terminer leur travail. Il balaya la salle du regard, espérant, sans se l'avouer, y voir Élodie. Elle n'était pas là, mais l'absence fut comme un poids qui tombait dans sa poitrine. Il comprit à cet instant qu'il ne voulait pas simplement l'observer de loin. Il voulait la connaître, savoir ce qu'elle pensait, ce qu'elle lisait, ce qu'elle espérait. Mais pour cela, il allait devoir franchir des frontières qu'il avait lui-même dressées. Et ce passage ne se ferait pas sans résistance. Dans les jours suivants, les échos de l'échange avec Clara se firent sentir. On lui envoya des notes internes, des suggestions discrètes sur l'importance de préserver la réputation de la direction. Des mots comme prudence, apparence, respect des hiérarchies revenaient souvent. Mathieu les lisait sans réagir, mais en lui, quelque chose se préparait. Il savait désormais que s'il allait plus loin, il se heurterait à une machine qui ne pardonne pas les écarts. Mais il savait aussi que ne rien faire serait pire encore. Car ce n'était pas seulement Élodie qui l'attirait, c'était ce qu'elle représentait. Un monde où les liens humains ne sont pas filtrés par le statut, où l'on peut exister sans jouer un rôle. Et ce monde-là, il ne pouvait plus l'ignorer. Il était près de minuit quand Mathieu, allongé dans le silence de son appartement haussmannien, fixait le plafond sans vraiment le voir. Son esprit n'avait pas connu de repos depuis plusieurs jours. Les visages de ses collaborateurs, les réunions, les stratégies, tout se brouillait dans une brume insignifiante. Il ne parvenait à se concentrer sur rien d'autre que sur cette énigme silencieuse nommée Élodie Moreau. Ce nom qu'il répétait mentalement sans cesse prenait une place démesurée dans sa vie. Ce n'était plus seulement une curiosité ou une attirance, c'était devenu une quête de compréhension, un besoin vital de relier les fragments d'une personne qui semblait défier toutes ses certitudes. Le lendemain matin, il convoqua Antoine, son assistant personnel, dans son bureau. Il ferma la porte, s'assura qu'aucun autre collaborateur ne traînait dans le couloir, et parla avec un calme fin dissimulant mal son trouble. « Antoine, j'ai besoin que tu fasses une recherche. » Discrète, très discrète. Le jeune homme acquiesça, surpris mais attentif. Une jeune femme, Élodie Moreau. Elle travaille pour la société de nettoyage sous contrat. Je veux savoir qui elle est, où elle a grandi, ce qu'elle a étudié, pourquoi elle est ici, tout ce que tu peux trouver sans que personne ne le sache. Antoine n'osa pas poser de questions. Il connaissait assez bien son patron pour sentir que ce n'était pas une simple lubie. Il hocha la tête et s'exécuta. 2 jours plus tard, il remit à Mathieu une chemise beige contenant quelques feuillets imprimés, des extraits administratifs, une photo scolaire, des mentions universitaires.
Mathieu s'installa à son bureau, repoussa tous les rendez-vous de l'après-midi et lut chaque ligne avec une attention presque religieuse. Élodie Moreau, née à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Élève brillante, parcours scolaire sans faille. Inscrite en licence de philosophie à l'Université Lumière Lyon 2. Passionnée de littérature française et de pensée antique. Une citation de Simone Weil apparaissait dans un de ses anciens profils de réseaux sociaux. L'attention absolue est prière. Une phrase qui frappa Mathieu au cœur. Il l'a relue plusieurs fois, méditant sur le choix de cette femme, sur le sens qu'elle avait donné à sa propre trajectoire. Puis vinrent les éléments plus récents. Une interruption d'études. La maladie de sa grand-mère, unique membre de sa famille proche. Prise en charge des soins, travail de nuit dans un supermarché, puis ménage dans des entreprises pour maintenir un revenu. Aucun soutien. Pas d'aide spécifique, pas de famille étendue. Une autonomie forcée, choisie par nécessité. Une dignité qui se dessinait à chaque ligne, comme une fresque tissée de résilience et de sacrifice. Mathieu posa les papiers et se leva. Il marcha jusqu'à la baie vitrée, regardant Paris étalé sous ses pieds. Il pensa à ses débuts, à ses premières années de galère, à cette époque où il dormait dans une chambre de bonne, vivant de missions temporaires tout en rêvant de créer une entreprise. Il avait connu le froid des couloirs administratifs, l'indifférence des institutions, la solitude de celui qui ne coche aucune case. Il n'avait jamais oublié cette période, mais il l'avait enfouie sous les couches successives de sa réussite. Ce que la vie d'Élodie réveillait en lui, ce n'était pas une simple empathie. C'était une mémoire oubliée, une reconnaissance muette. Elle incarnait tout ce qu'il avait essayé de fuir, puis finit par oublier la valeur des choses. Simple, le courage de ceux qui n'ont rien à offrir que leur temps et leur sincérité. Et ce souvenir, douloureux et pur à la fois, creusait en lui un vide nouveau. Le soir même, il refusa les invitations habituelles. Il éteignit son téléphone, resta seul dans son bureau à feuilleter les pages de dossier, à relire les quelques mots d'Élodie notés dans son carnet. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait cette façon de parler, pourquoi elle regardait les gens droit dans les yeux, sans peur, mais sans défi non plus. Elle avait traversé trop d'épreuves pour encore jouer à feindre ou séduire. Elle n'avait plus rien à prouver. Il prit une feuille blanche et écrivit « Elle n'a pas demandé à être vue. Elle ne cherche pas à être remarquée. Et pourtant, elle irradie plus que toutes celles qui brillent de faux éclats. » Il déchira ensuite la feuille, se sentant ridicule. Ce n'était pas un poème qu'il voulait écrire, c'était une vérité à saisir, mais il ignorait encore comment s'en approcher sans la briser. Il décida de la revoir, non pas en patron, ni en homme de pouvoir, mais comme un homme désarmé face à une femme libre. Il savait que la moindre erreur d'approche pourrait être mal interprétée. Il ne voulait pas l'intimider ni lui imposer quoi que ce soit, alors il attendit le bon moment. Et ce moment, il espérait qu'il viendrait sans qu'il ait besoin de le forcer. Dans les jours qui suivirent, il se fit plus discret. Il délégua certaines tâches, refusa les sollicitations médiatiques. Il écoutait les réunions sans intervenir, laissant les autres diriger pour la première fois depuis longtemps. Ce recul provoqua quelques remous internes, certains y voyant un signe de faiblesse ou de lassitude, mais lui n'en avait cure. Il comprenait que ce qu'il attendait n'était pas une perte de contrôle, mais peut-être un retour à ce qu'il avait été avant de tout verrouiller en lui. Et dans ce silence intérieur, il se répétait une chose. Il ne voulait pas sauver Élodie. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Ce qu'il voulait, c'était la comprendre, peut-être l'aimer, mais sans jamais détruire la force tranquille qu'elle portait en elle comme une lumière invisible. Une lumière qu'il n'avait trouvée chez personne d'autre. Les couloirs du siège de Delvaux Innovation bruissaient de rumeurs contenues. Au premier abord, tout semblait inchangé. Les badges cliquetaient au tourniquet, les réunions se succédaient dans les salles vitrées et les agendas restaient chargés de décisions stratégiques. Pourtant, sous cette façade de normalité, quelque chose circulait. Des regards en coin, des silences prolongés, des phrases commencées et interrompues dès que Mathieu entrait dans une pièce. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que l'information sur son intérêt pour Élodie avait filtré plus largement que prévu. Il tenta d'ignorer les insinuations au début. Il s'efforça de continuer à apparaître inébranlable, concentré sur ses responsabilités. Mais plus les jours passaient, plus il percevait un changement subtil dans l'attitude de ses collaborateurs.
une gêne nouvelle, comme si son autorité était désormais entachée d'une irrégularité, d'un geste jugé indigne de sa fonction. Dans les sphères où l'image est tout, la moindre faille devient un sujet d'analyse, de spéculation, voire de stratégie. Clara Rousseau, qui jusque-là avait gardé une distance prudente depuis leur échange précédent, demanda un rendez-vous en urgence. Mathieu accepta, non par envie, mais par nécessité de comprendre jusqu'où allaient les inquiétudes. Dans son bureau, elle entra sans détour, posant son sac sur la table basse, puis se tint debout devant lui, bras croisés. « Mathieu, il faut qu'on parle sérieusement. Ce qui était une simple rumeur devient un sujet de conversation dans les cercles exécutifs. On commence à me demander si tu perds le contrôle de ta communication personnelle. Il y a même des actionnaires qui ont demandé si tu étais en pleine crise existentielle. » Il la fixa un instant, les mâchoires serrées. Il sentait venir une tentative d'intervention déguisée en conseil. « Et toi, Clara, tu le penses aussi? Que je perds pied parce que j'ai osé parler à quelqu'un qui ne porte pas de tailleur ou de diplôme des grandes écoles? Ce n'est pas ce que je dis, répondit-elle rapidement. Mais regarde autour de toi. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu ne peux pas agir comme si tu l'étais. Il y a des règles non écrites qui nous maintiennent en position. Si tu les ignores, tu mets en danger non seulement ta réputation, mais aussi la stabilité de tout ce que tu as construit. » Mathieu se leva brusquement. Il s'approcha de la fenêtre, observant la ville en contrebas, puis se retourna lentement. « Et si ce que j'ai construit ne supporte pas qu'un homme parle à une femme sans pouvoir, alors peut-être que je ne veux plus de cette construction-là. Tu comprends ?» Clara baissa les yeux. Elle n'avait jamais vu Mathieu aussi tendu, aussi déterminé dans sa contrariété. Elle reprit pourtant, plus doucement, « Tu es libre de tes sentiments, mais il faut protéger Élodie aussi. Si tu t'approches d'elle sans précaution, tu l'exposes à une machine qu'elle ne connaît pas, à des attaques, des jugements, des insinuations qu'elle n'aura pas les moyens de contrer. Pense-y. » Il resta silencieux. Les mots de Clara portaient en eux une vérité dérangeante. Ils ne pouvaient ignorer l'asymétrie entre leurs mondes. Ce qu'ils vivaient comme une émotion naissante pouvait devenir pour elle un cauchemar d'exposition médiatique, de mépris social, de violence symbolique. Mais cela ne justifiait pas l'abandon. Cela appelait à une prudence nouvelle. Le soir, même dans son appartement, il relut les documents qu'il avait sur Élodie. Il les rangea dans une boîte qu'il glissa sous son lit, comme pour se protéger lui-même de sa propre insistance. Il décida de ne plus chercher à la croiser intentionnellement, mais il ne pouvait s'empêcher d'espérer un hasard favorable, un moment suspendu. Pendant ce temps, au sein de l'entreprise, les spéculations allaient bon train. Certains y voyaient un affaiblissement, d'autres une distraction sentimentale. Les plus cyniques parlaient déjà de succession, murmurant que l'empire d'Elvaux ne pouvait reposer sur des élans aussi humains. Des cadres plus ambitieux se regroupaient, espérant tirer profit de ce fléchissement inattendu. Mathieu le savait. Il avait lu entre les lignes des courriels, entendu les allusions lors des dîners d'affaires, mais il refusait de répondre. Il s'était juré depuis des années de ne plus jamais réagir sous pression. Cette fois, il appliquerait ce principe non pas pour se défendre, mais pour protéger l'authenticité de ce qu'il ressentait. Il n'en parlerait à personne. Il attendrait. Clara, de son côté, comprenait qu'un fossé s'était ouvert entre eux. Elle ne savait plus comment dialoguer avec lui. Elle, qui l'avait soutenu pendant tant d'années, sentait qu'il lui échappait. Non à cause d'un caprice ou d'une rébellion, mais parce qu'il cherchait à redevenir un homme libre dans un monde qui ne le permettait plus. Elle s'en alla plus tôt que d'habitude ce jour-là, le cœur alourdi par une mélancolie qu'elle n'osa pas nommer. Au milieu de cette tempête invisible, Mathieu restait debout. Il ne savait pas encore quelle serait l'issue de cette tension, ni comment Élodie réagirait si elle apprenait l'ampleur des remous causés par sa simple présence. Mais il comprenait une chose, il n'était plus le même homme que quelques semaines auparavant, et cette transformation irréversible ferait trembler bien plus que les murs de sa société. Elle secouait les fondations mêmes de sa manière d'exister. Le ciel de Paris, ce matin-là, était gris et bas. Une pluie fine tombait depuis l'aube, couvrant les vitres d'un voile flou et incessant. Le bâtiment de Delvaux Innovation semblait s'enfoncer davantage dans ce décor monotone, comme si la météo s'accordait à l'atmosphère pesante qui régnait depuis quelques jours. Mathieu, fidèle à sa routine, arriva peu après 8 heures. Il traversa le hall sans s'arrêter, esquivant poliment les salutations de ses collaborateurs.
Une tension discrète persistait autour de lui, mais il ne s'en préoccupait plus. Les murmures, les regards furtifs, les suppositions de couloir glissaient sur lui comme la pluie sur les vitres. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait prévoir, c'est que ce matin ordinaire allait être bouleversé par un simple détour. Un contretemps minime, presque insignifiant. Son parapluie, oublié dans le coffre de sa voiture, le força à revenir sur ses pas. Il décida de traverser le petit patio intérieur, une cour pavée entourée de murs couverts de lierre, peu fréquentée en hiver. Il y avait là un banc de pierre, quelques arbres maigres, et une fontaine silencieuse. C'est là qu'il la vit. Élodie était debout sous un auvent, tenant une boîte contenant des produits de nettoyage. Elle portait son uniforme habituel, mais son manteau était trempé. Ses mèches brunes collaient à ses joues et elle tentait maladroitement de protéger le contenu de la boîte avec un sac en plastique. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il s'arrêta figé un instant, comme si le monde avait brusquement ralenti. Puis, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et il n'y eut ni surprise ni gêne. Juste ce silence particulier entre deux personnes qui se reconnaissent dans l'instant. Mathieu s'approcha sans hésitation. « Vous allez attraper froid comme ça, dit-il simplement. » Élodie haussa légèrement les épaules, avec un petit sourire. La pluie n'a jamais tué personne. Il rit doucement, sincèrement, pour la première fois depuis des jours. « J'allais prendre un café. Vous avez 5 minutes ?» Elle le fixa, cherchant peut-être un sous-entendu, une intention cachée, mais il n'y avait dans sa voix que de la transparence. Elle acquiesça. Ils traversèrent le patio en silence, rejoignant un petit salon réservé aux visiteurs, rarement utilisé à cette heure matinale. Il y faisait chaud. L'odeur du café embaumait l'air. Mathieu fit signe à une assistante de leur laisser de l'intimité, puis servit 2 tasses. Ils s'assirent face à face, autour d'une petite table ronde. Aucun d'eux ne semblait pressé de commencer à parler. Ce fut elle qui rompit le silence, d'une voix douce mais assurée. « Je suppose que ça fait jaser ce genre de scène. » Il soutint son regard avec une sincérité désarmante. « Oui, mais je m'en fiche. » Élodie hocha la tête, sans ironie, sans colère. « Juste une constatation. Vous ne devriez pas. Peut-être. Mais je commence à me rendre compte que ce que je devrais faire ne correspond plus à ce que je veux faire. » Elle le regarda, intriguée. « Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement ?» Il inspira profondément, cherchant ses mots. Ce n'était pas une déclaration qu'il s'apprêtait à faire, ni une stratégie de séduction. Il voulait être compris. Il voulait que ses mots ne soient ni une promesse, ni un piège. « Je veux parler avec vous. Apprendre à vous connaître. Pas en tant que PDG, pas dans un rapport de force, juste en tant qu'homme qui, depuis des semaines, pense à une femme dont l'honnêteté lui a rappelé ce que c'est que d'être vrai. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit une gorgée de café, posa la tasse lentement. Puis, les mains croisées sur ses genoux, elle dit « Je ne suis pas une distraction. Je ne veux pas être un épisode dans une vie pleine de décisions importantes. Je me suis battu pour garder ma vie droite, même quand elle était difficile. Je ne peux pas devenir un secret gênant dans la vôtre. » Il sentit son cœur se serrer. Non pas de honte, mais d'admiration. Il avait pressenti cette force en elle, mais l'entendre si clairement formulée rendait tout plus réel, plus précieux. « Vous ne serez jamais un secret, et encore moins une distraction. Je ne vous demande rien maintenant, juste le droit d'exister en votre présence. Le reste, c'est à vous de décider. » Elle baissa les yeux un instant, puis les releva. Il y avait dans son regard une clarté, une lucidité qu'il n'avait rencontrée chez personne d'autre. « Alors d'accord, mais à une condition. Dites, vous m'appelez Élodie, et rien d'autre. Ni mademoiselle, ni employée, ni exception. » Il sourit, profondément touché. « Très bien, Élodie. » Le moment s'étira, suspendu dans une paix inattendue. Ils parlèrent ensuite de tout et de rien, de livres, de pluie, de souvenirs d'enfance. Aucun mot n'était forcé, aucune phrase n'était dite pour impressionner. Mathieu, pour la première fois depuis des années, parlait sans masque. Il écoutait sans chercher à répondre. Il découvrait ce que c'était que d'être entendu pour ce qu'il était et non pour ce qu'il représentait. Quand ils se séparèrent près de l'ascenseur, elle lui dit simplement « Merci pour le café ». Il répondit « Merci d'avoir accepté ». Elle disparut dans le couloir et il resta là un long moment, les mains dans les poches, le cœur plus léger. Il ne savait pas ce que tout cela signifiait encore. Mais il savait une chose, cette rencontre n'était pas une anomalie, c'était un commencement.
Les jours qui suivirent leur café prirent une tournure presque irréelle. Mathieu, contre toute attente, n'osa pas recontacter Élodie. Il voulait respecter le rythme qu'elle imposait. Il savait que la moindre précipitation pourrait tout faire basculer. Il se contentait de repenser à leur conversation, à cette rareté d'échange qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il redécouvrait la lenteur, la retenue, et une forme d'émotion plus douce que tout ce qu'il avait déjà éprouvé. Mais le calme n'était qu'apparent. Un matin de début de semaine, alors que la ville reprenait son souffle sous un ciel clair, une alerte médiatique s'afficha sur tous les écrans internes de l'entreprise. Une photo, floue, prise à travers une vitre, mais suffisamment lisible, pour que l'on reconnaisse les visages. Mathieu Delvaux assis à une table de café avec une jeune femme en uniforme de nettoyage. Les titres étaient accrocheurs, féroces, d'un ton acide propre aux colonnes à scandale. Le PDG de Delvaux Innovation surpris en tête-à-tête avec une employée subalterne, une romance en plein bureau, quand le patron brouille les frontières hiérarchiques. Le téléphone de Mathieu se mit à vibrer sans interruption. Message d'associés, appel de la direction juridique, notification de journalistes cherchant des déclarations. En quelques heures, la nouvelle s'était répandue sur les réseaux, commentée, moquée, déformée. Certains parlaient d'abus, de pouvoir, d'autres de favoritisme, d'autres encore se perdaient en suppositions indécentes. L'image publique de l'entreprise, construite patiemment, se fissurait. Mathieu resta de marbre dans un premier temps. Il savait que chaque réaction trop rapide nourrirait le feu, mais il n'était pas préparé à ce qui suivit. Dans l'après-midi, un mail interne circula discrètement entre les cadres. La société de nettoyage sous-traitée, sous la pression des retombées médiatiques, venait de mettre fin au contrat d'Élodie. Officiellement, il s'agissait d'une réorganisation de personnel, mais personne n'était dupe. Elle avait été écartée pour calmer les tensions, pour montrer que l'entreprise savait rectifier les dérapages. Mathieu sentit une colère froide monter en lui. Non pas celle brutale qui pousse à renverser des meubles, mais une fureur glacée, maîtrisée, redoutable. On venait de faire payer à Élodie une exposition qu'elle n'avait jamais cherchée. Il s'enferma dans son bureau, ferma les stores et écouta la pluie heurter les vitres. Il se sentit impuissant pour la première fois depuis des années. L'homme qui contrôlait des marchés, des contrats, des carrières, venait de perdre ce qu'il tenait désormais pour essentiel, la possibilité de la protéger. Il appela immédiatement Antoine. « Trouve-la, où elle est, ce qu'elle fait. Je veux savoir si elle va bien. » Le ton ne laissait place à aucune hésitation. Antoine, lui aussi touché par l'injustice de la situation, s'exécuta sans poser de questions. Il revint quelques heures plus tard avec une information sommaire. Élodie était rentrée à Lyon. Aucune adresse précise. Elle avait coupé son téléphone professionnel, supprimé ses profils sur les réseaux sociaux. Elle s'était volatilisée. Mathieu se leva brusquement, prit son manteau et quitta le bâtiment sans un mot. Il refusa le chauffeur, préféra marcher longuement dans les rues, sans but, simplement pour laisser la tension se dissiper. Les passants le croisaient sans le reconnaître vraiment. Il n'était plus le PDG distant, figé dans son aura. Il était juste un homme blessé, traversé par une incompréhension qu'aucun bilan financier ne pourrait résoudre. Le soir venu, il consulta les commentaires sous les articles. Il y lut des horreurs, des insinuations dégradantes sur Élodie, des attaques sur son intégrité, des comparaisons humiliantes. Cela l'écœura plus que tout. Non seulement elle avait été exposée sans défense, mais elle devenait le bouc émissaire d'un système incapable de concevoir qu'un lien sincère puisse naître entre deux êtres de mondes différents. Le lendemain, il convoqua en urgence son équipe de communication. Il refusa toutes les solutions d'évitement, aucun communiqué vague, aucun mensonge poli. Il exigea le silence absolu jusqu'à nouvel ordre. Il ne voulait pas réagir à la presse, il voulait comprendre d'abord. Et surtout, il voulait agir non pour sauver son image, mais pour réparer ce qui avait été brisé. Il resta enfermé plusieurs heures, seul, sans lumière, repensant à chaque mot échangé avec Élodie. Ce qui lui revenait n'était pas sa beauté ni le contexte de leur rencontre, mais sa manière de parler, de refuser le jeu, de s'imposer sans s'imposer. Elle avait fait preuve d'une droiture rare, et c'était cette droiture qu'on venait de piétiner. Il décida qu'il ne laisserait pas les choses en l'état. Il savait qu'en agissant, il prendrait des risques colossaux. Il savait aussi
que les dirigeants comme lui n'ont pas le droit d'aimer librement, pas sans conséquence. Mais il était prêt à affronter cela, pas par héroïsme romantique, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter l'injustice froide d'un monde qui ne pardonne pas aux sincères d'exister hors des cases. Il passerait à l'action, pas pour réparer son image, mais pour faire entendre une vérité trop longtemps muselée. Élodie avait été punie pour avoir existé honnêtement dans un monde de faux semblants, et lui, désormais, ne pouvait plus accepter que ce monde-là soit la norme. La gare de Lyon-Part-Dieu, grouillante comme à l'accoutumée, semblait figée dans une monotonie industrielle entre le bruit régulier des trains, les annonces en boucle et le cliquetis des valises sur les dalles grises. Mathieu Delvaux, pourtant si habitué au transport privé, aux avions en première classe, aux transferts en voiture de luxe, était là, seul, vêtu d'un manteau sombre, tenant une simple sacoche en cuir. Il avait pris un billet sans prévenir personne. Son assistante crut à une réunion en Suisse, ses associés à une retraite stratégique. Mais il n'avait dit à personne qu'il allait à Lyon, qu'il retournait dans cette ville où il n'avait pas mis les pieds depuis sa jeunesse, et pour une raison qu'aucun algorithme de rentabilité ne pourrait justifier. Le trajet fut silencieux. Il regarda à peine par la fenêtre. Ce qu'il allait faire n'avait rien à voir avec une visite d'affaires. Il cherchait une adresse, un visage, une mémoire. Il avait retrouvé, grâce à un dernier contact dans l'administration de la santé, la maison où vivait encore la grand-mère d'Élodie. Une maison modeste, dans une rue paisible d'un quartier populaire. Il n'était pas venu dans l'idée de persuader ou de séduire. Il voulait comprendre. Comprendre ce que tant de rapports et de profils ne pouvaient lui dire. Il descendit du tramway, marcha quelques mètres sous le ciel gris et s'arrêta devant un petit portail en fer forgé, partiellement rouillé. Une plaque indiquait « Famille Moreau ». Il inspira profondément puis sonna. Il entendit des pas lents puis une voix féminine, âgée, un peu essoufflée. « Oui. Bonjour, je m'appelle Mathieu Delvaux. Je suis un ami d'Élodie. Je ne viens pas pour la déranger, elle. Elle ne sait pas que je suis ici. J'aimerais simplement parler avec vous si vous m'y autorisez. » Il y eut un silence, puis le déclic de la serrure. Il entra dans une petite cour bordée de plantes en pot, puis monta 3 marches. La porte s'ouvrit sur une femme âgée, mince, le visage marqué par les années, mais le regard encore alerte. « Entrez, monsieur Delvaux. » Il la remercia, d'un signe de tête. L'intérieur de la maison était modeste, chaleureux. Une nappe en dentelle recouvrait la table, une odeur de soupe flottait dans l'air. Ils s'installèrent dans la cuisine, face à face, sans précipitation. La femme lui servit un thé sans lui demander s'il en voulait. « Vous avez mis ma petite fille dans une position difficile, » dit-elle sans détour. Mathieu s'inclina, légèrement. « Je sais, et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu lui nuire. Tout ce que j'ai fait, ou n'ai pas su empêcher, je le regrette profondément. » Elle le regarda longuement, puis elle hocha la tête, lentement, comme si elle jaugeait la sincérité derrière les mots. « Vous êtes riche, influent, le genre d'homme qui décide et que personne ne contredit. Élodie, elle, n'a que son courage. C'est peu, mais c'est tout ce qu'elle a pour se défendre dans ce monde. Quand elle était petite, elle se levait la nuit pour me préparer du thé quand je toussais. À 14 ans, elle gérait seule les papiers de la maison. Elle n'a jamais rien demandé à personne. » Mathieu sentit sa gorge se serrer. « Ce que vous décrivez, je le devine en elle. Je l'ai senti dès les premières secondes. Ce n'était pas un caprice. Elle a quelque chose que je n'ai vu chez personne d'autre. » La vieille femme sourit pour la première fois. « Oui, elle est comme ça, et c'est bien ce qui la rend vulnérable. Les gens comme vous, même bien intentionnés, peuvent tout bouleverser autour d'eux sans le vouloir. Vous, vous repartez. Elle, elle reste, avec les conséquences. » Il hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. « Je ne suis pas venu pour la convaincre de quoi que ce soit. Je voulais juste entendre ce que vous aviez à dire, comprendre d'où elle vient. Parce qu'elle m'a réveillé, quelque chose que j'avais oublié. Moi aussi, j'ai connu la misère, l'isolement. J'ai tout enfoui pour réussir. Mais elle m'a rappelé que ce n'est pas une honte d'avoir souffert. C'est même parfois une force. » La femme sembla émue sans le montrer. Elle se leva, ouvrit un vieux tiroir et en sortit une photo. Élodie, enfant, tenant un livre plus grand qu'elle sur les genoux, assise au pied d'un lit. Elle lisait déjà Simone de Beauvoir à 12 ans, et elle me racontait ce qu'elle comprenait avec ses mots à elle. Elle ne méritait pas ça, ce qu'on lui a fait. Je vous le dis, pas pour vous blâmer, mais pour que vous mesuriez.
Mathieu prit la photo entre ses mains, avec délicatesse. Je ne l'oublierai jamais. Ils restèrent un moment sans parler. Puis il se leva, remercia la femme pour son accueil et lui demanda une seule chose. Si elle veut bien un jour lui dire que je suis venu, pas pour m'excuser, pas pour qu'elle me pardonne, mais parce que je voulais comprendre et que je suis prêt à attendre, aussi longtemps qu'il faudra. La vieille femme l'accompagna jusqu'au portail, puis posa une main légère sur son bras. Ce que vous cherchez n'est pas facile, mais si vous êtes sincère, alors ne reculez pas. Elle vous verra tel que vous êtes. Pas comme un patron, mais comme un homme. Mathieu repartit, bouleversé. Il remonta dans le tramway, traversa la ville, revit dans son esprit cette maison, cette femme, ces souvenirs d'enfance qui n'étaient pas les siens, mais qu'il sentait liés désormais à son propre chemin. Il n'avait pas trouvé de solution, pas de pardon, pas de plan, mais il avait trouvé un sens, et c'était déjà une promesse. Le retour à Paris se fit dans un silence encore plus dense que l'aller. Assis dans la voiture qui le ramenait de la gare, Mathieu Delvaux fixait les immeubles défiler sans les voir. Depuis son passage à Lyon, quelque chose en lui avait irrémédiablement changé. Il ne se sentait plus en position de force, ni même dans un rôle de conquérant romantique. Il n'était plus qu'un homme conscient d'avoir causé sans intention une injustice à celle qu'il estimait le plus. L'image de la maison modeste, du regard ferme de la grand-mère et surtout la photo d'Élodie enfant dans ses mains l'accompagnaient comme des rappels silencieux de tout ce qu'il lui restait à faire. À peine arrivé à son bureau, il ferma la porte à double tour, laissa son téléphone dans un tiroir et s'installa devant son ordinateur. Il savait que l'attention médiatique n'était pas encore retombée. Il savait aussi que les actionnaires, le conseil d'administration, les partenaires attendaient une prise de position. Mais il avait décidé que cette réponse ne viendrait pas sous forme d'excuses préparées ni de négations hypocrites. Il n'y aurait pas de stratégie. Il n'y aurait que la vérité. Il convoqua une conférence de presse pour le surlendemain. Les membres de son équipe de communication, d'abord soulagés par le fait qu'il sorte enfin du silence, comprirent vite que ce qu'il préparait n'était pas ce qu'ils espéraient. Il refusa toute relecture du discours. Il écrivit, seul dans le calme de son appartement jusqu'au milieu de la nuit. Il pesa chaque mot, non pour l'effet qu'il produirait, mais pour la fidélité à ce qu'il ressentait. Le jour venu, les journalistes s'installèrent dans la salle de conférence avec un mélange d'excitation et d'attente fébrile. Les caméras étaient braquées, les micros tendus. Mathieu entra sans fanfare, vêtu simplement, le visage fermé mais déterminé. Il ne prit pas place derrière le pupitre, comme à son habitude. Il s'assit sur une chaise au centre de la scène, tenant une feuille pliée qu'il n'utilisa presque pas. « Merci d'être venu. Je ne suis pas ici pour démentir ni pour maquiller quoi que ce soit. Je suis ici pour dire les choses telles qu'elles sont. » Un silence épais s'installa. Il reprit. « Il y a quelques semaines, lors d'un événement organisé par notre entreprise, j'ai eu une conversation qui a changé ma vie. Pas une négociation, pas une alliance stratégique, juste une discussion avec une jeune femme. Elle ne portait pas de robe de gala. Elle ne faisait pas partie des invités. Elle travaillait, elle nettoyait. Et pourtant, en quelques mots, elle a révélé une lucidité, une force, une humanité que j'avais oubliée. Un léger murmure parcourut la salle. Il poursuivit sans trembler. Je l'ai regardé, écouté, et pour la première fois, depuis des années, je me suis senti vu. Non comme un titre ou un portefeuille, mais comme un être humain. Cette femme s'appelle Élodie Moreau. Elle n'a jamais demandé à être au centre de cette tempête. Elle a été exposée, jugée et punie pour avoir été simplement elle-même. Cela, je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas su la protéger. Et aujourd'hui, je veux au moins lui rendre justice par la vérité. Il marqua une pause, regardant droit devant lui. Mon intérêt pour elle n'a rien à voir avec un écart de conduite ou un abus. Il s'agit d'un sentiment profond, d'un respect immense, d'une admiration sincère. Elle ne m'a rien demandé. Elle a même refusé toute forme de charité. Mais moi, je ne peux pas continuer à faire semblant. Je ne veux pas vivre dans un monde où la hiérarchie justifie qu'on écrase ce qui est vrai. Il sortit une seconde. Feuille. J'annonce aujourd'hui que la Fondation Delvaux va créer un programme de bourses intégrales, ouverte à toute personne ayant dû interrompre ses études pour des raisons personnelles ou familiales. Ce programme portera le nom d'Élodie Moreau. Elle n'a pas accepté d'être aidée directement,
mais je veux que d'autres, comme elle, puissent poursuivre ce qu'elle a dû mettre en suspens. Ce geste n'a pas pour but de l'acheter, ni de la glorifier. C'est une manière pour moi de reconnaître publiquement ce que je lui dois. » Les flashs crépitèrent. Des murmures se firent plus insistants, mais Mathieu ne laissa aucune place à l'ambiguïté. « Si ce choix me coûte des contrats, des partenaires, ou même ma position, je l'assume. Je préfère perdre une place dans ce système que perdre ce que j'ai retrouvé en croisant son regard, la capacité à me souvenir de qui je suis. » Il se leva lentement, remercia les journalistes, puis quitta la salle sous les crépitements frénétiques des appareils photo. Aucun commentaire supplémentaire, aucun plan de crise. Il avait dit ce qu'il avait à dire, et il le pensait. Ce soir-là, il ne retourna pas chez lui. Il marcha longuement le long de la Seine, sous une pluie légère, comme si le ciel venait nettoyer l'excès des jours précédents. Il ne savait pas comment Élodie réagirait. Il ne savait même pas si elle verrait la conférence. Mais il savait que, pour la première fois depuis des années, il avait agi non pas en fonction de l'image qu'on attendait de lui, mais de la voix intérieure qu'il avait trop longtemps étouffée. Et cette voix, désormais, parlait en son nom. Le tumulte médiatique qui suivit la conférence de presse fut immédiat. Les réseaux sociaux se déchaînèrent entre admiration et indignation. Certains saluèrent le courage de Mathieu, sa capacité à assumer publiquement un sentiment et à dénoncer les hypocrisies du pouvoir. D'autres y virent une mise en scène calculée, un coup de communication habilement déguisé. Mais ceux qui connaissaient vraiment l'homme virent le changement dans son regard, dans sa posture, dans sa voix. Il n'avait pas joué. Il avait parlé en vérité. Élodie, elle, ne vit pas la conférence en direct. Ce furent des amis de la faculté qui lui envoyèrent des extraits incrédules, bouleversés. Elle était retournée vivre à Lyon, dans un petit studio loué avec ses dernières économies. Elle avait commencé à reprendre ses études, en auditrice libre, refusant pour l'instant toute aide extérieure. Ce fut dans cette pièce à peine meublée, entre des livres empilés et une bouilloire en marche, qu'elle vit l'enregistrement de Mathieu. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son corps. Elle avait cru qu'il l'oublierait, qu'il retournerait à son monde, à ses priorités, à ses affaires. Mais non, il avait dit son nom. Il avait dit la vérité, et cela la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle passa plusieurs jours sans en parler. Elle allait en cours, faisait ses lectures, écrivait ses réflexions avec une concentration forcenée, comme pour fuir l'émotion qui menaçait de tout submerger. Mais chaque fois qu'elle posait son stylo, chaque fois qu'elle s'arrêtait, dans un couloir, c'était son visage à lui qui revenait, son regard lors de leur dernier café, sa voix vibrante de sincérité, son choix assumé publiquement de la mettre au centre d'un combat qu'elle n'avait jamais demandé. Puis un matin, elle décida d'écrire. Pas une lettre d'amour ni un message de gratitude, juste une vérité à elle, posée avec la même fermeté que celle qu'elle lui avait montrée au tout début. Elle rédigea, à la main, plusieurs pages qu'elle relut une dizaine de fois avant de les glisser dans une enveloppe blanche. Elle prit le train pour Paris sans prévenir. Elle n'avait pas envie de croiser les journalistes, ni d'être surprise dans un café. Elle voulait remettre ce courrier elle-même, le confier à ses mains, sans intermédiaire, sans interprétation. À son arrivée au siège de Delvaux Innovation, elle dut négocier avec la sécurité. Le nom d'Élodie Moreau faisait encore frissonner les systèmes de contrôle. Mais finalement, l'assistante de Mathieu, qui la reconnut immédiatement, prit l'enveloppe avec respect et l'assura qu'elle lui serait remise dans l'heure. Élodie hocha la tête, remercia poliment, puis repartit comme elle était venue, sans un mot de plus. Quand Mathieu reçut la lettre, il la regarda longuement avant de l'ouvrir. Il avait passé des jours à se demander s'il aurait de ses nouvelles. Il n'avait rien espéré. Il avait choisi d'agir sans attendre de retour. Mais la voir là, entre ses mains, changeait tout. Il décacheta l'enveloppe et commença à lire. Elle écrivait d'une écriture claire, structurée, presque scolaire dans la forme, mais brûlante dans le fond. Elle disait qu'elle avait vu, entendu, ressenti chaque mot de la conférence. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu être le déclencheur d'un bouleversement si grand, mais qu'elle comprenait désormais ce qu'il avait voulu faire. Elle ne le remerciait pas, elle ne s'excusait pas, elle posait simplement sa vérité. « Je ne veux pas être l'objet d'un geste, ni d'un combat. Je veux exister par mes propres choix, mes propres forces. Ce que tu as fait m'a touché profondément. Mais je ne peux pas accepter une place dans ta vie si elle repose sur un acte héroïque.
Je ne veux pas que notre histoire commence dans un déséquilibre. » Mathieu sentit sa gorge se nouer. Mais il continua. « J'ai décidé de reprendre mes études. Je vais le faire par moi-même. Pas par orgueil, mais par besoin de me retrouver. Je ne veux pas qu'on dise un jour que j'ai obtenu ma liberté parce que j'ai été aimé d'un homme riche. Je veux qu'on dise que j'ai été aimé parce que j'étais libre. Et si après ce chemin nos routes se croisent encore, alors nous verrons. Mais pour l'instant, je dois me choisir, avant de choisir qui que ce soit. » Il resta longtemps, immobile, la lettre posée sur ses genoux. Il aurait pu être blessé, il aurait pu se sentir rejeté, mais ce qu'il ressentait était plus fort encore, une fierté immense. Elle avait tenu bon, elle restait fidèle à elle-même. Et c'était exactement cela qui l'avait attiré en elle dès le premier instant. Il ne répondit pas, il n'envoya pas de fleurs, pas de messages. Il respecta son vœu. Il laissa le silence s'installer, non comme une distance, mais comme un espace de maturité. Il retourna à ses fonctions, mais avec une légèreté nouvelle. Les actionnaires avaient cessé de poser des questions. L'entreprise avait retrouvé son cours, mais lui, désormais, avançait différemment. Il n'était plus un homme qui possède, il était un homme qui attend. Et dans cette attente, il retrouvait un souffle qu'il croyait perdu. Celui d'une espérance sans pression, sans impatience, celle qui naît quand on sait que l'amour véritable ne se prend pas, ne se gagne pas. Il se mérite. Lyon s'était paré de couleurs d'automne. Les feuilles rouges et or tapissèrent les trottoirs et l'air portait cette fraîcheur qui annonce la fin de l'année. La ville, plus calme que Paris, semblait offrir une forme de respiration que Mathieu ne trouvait nulle part ailleurs. Depuis plusieurs mois, il s'était fait plus discret. Il avait laissé ses directeurs prendre davantage de place, avait confié certains pôles à des responsables de confiance et s'était autorisé à voyager sans agenda officiel. Les journalistes avaient peu à peu cessé de parler de l'affaire. Élodie Moreau. L'actualité avait changé de cible, comme toujours. Mais lui, il n'avait pas oublié. Il ne l'avait pas revue. Il n'avait cherché à la contacter. Pas parce qu'il l'avait effacée, mais parce qu'il avait compris qu'elle avait besoin d'un temps pour elle, pour se reconstruire, pour choisir par elle-même la direction à suivre. Il avait respecté cette frontière avec une rigueur qui lui coûtait parfois. Il aurait pu 1000 fois envoyer un message, proposer un café, rappeler une promesse. Mais il savait que toute tentative de retour prématuré serait une trahison du chemin qu'elle s'était juré de faire seule. Ce fut donc un hasard absolu, ou peut-être un de ces petits miracles silencieux que la vie permet parfois, qui les fit se croiser à nouveau. Un samedi après-midi, alors qu'il flânait dans les rues du quartier Saint-Jean, attiré par une vitrine de livres anciens, il poussa la porte d'une librairie discrète, nichée entre deux façades étroites. À l'intérieur, l'air sentait le papier vieilli, l'encre oubliée, le bois poli par les années. Les rayonnages en bois montaient jusqu'au plafond, et une échelle roulante permettait d'accéder aux ouvrages les plus hauts. Il parcourait tranquillement les rayons, s'attardant sur un recueil de lettres de Montaigne, quand un mouvement attira son attention. Une silhouette familière, de dos, en train de classer des ouvrages sur une étagère latérale. Elle portait un gilet beige, ses cheveux noués de façon simple, sa posture, sa gestuelle, cette tranquillité dans les gestes. Il n'eut aucun doute, c'était elle. Il resta immobile quelques secondes. Il n'osa pas parler. Il ne voulait pas interrompre. Ce moment, il la regarda replacer un livre, consulter un registre, échanger un mot avec un client âgé venu demander un dictionnaire de grec ancien. Puis elle leva les yeux, le vit. Elle ne sursauta pas. Elle ne sourit pas tout de suite. Mais ses traits s'adoucirent. Elle s'avança lentement vers lui. Ils se retrouvèrent face à face, à 1 mètre de distance. Aucune parole ne fut échangée. Juste un regard chargé de mémoire, d'émotions retenues, de choses comprises sans être dites. Il inclina légèrement la tête, comme pour dire « bonjour », avec toute la retenue qu'exigeaient les circonstances. Elle répondit, par un petit hochement puis un sourire, discret mais réel. Ils restèrent ainsi quelques instants, dans ce silence si rare, si précieux. Puis, comme un souffle, elle murmura « Bonjour, Mathieu ». Ce prénom, prononcé sans crainte, sans distance, suffit à bouleverser tout en lui. Il aurait pu lui répondre, lui demander comment elle allait, ce qu'elle faisait ici, si elle avait terminé son semestre. Mais il savait que ce moment n'était pas celui de la parole, c'était celui de la présence.
Elle prit une carte de la librairie, y griffonna quelque chose, puis la glissa dans le livre qu'il tenait. Elle le lui tendit. « Celui-là est pour vous. Il mérite un lecteur patient. » Il prit le livre sans le feuilleter, sans ouvrir la carte. Il savait que chaque chose viendrait en son temps. « Merci, dit-il simplement. » Elle fit un pas en arrière, puis retourna vers son comptoir, salua un autre client, comme si la vie reprenait son cours. Mais dans ce bref échange, dans ce regard partagé, Mathieu sentit que quelque chose avait basculé. Pas une promesse, pas un retour, mais une reconnaissance. Il s'était retrouvé dans un lieu neutre, loin des projecteurs, loin des structures de pouvoir, loin même de la mémoire, de leurs blessures. Quand il sortit de la librairie, il marcha longtemps, tenant le livre contre lui comme un trésor fragile. Ce n'est que le soir, chez lui, qu'il l'ouvrit enfin. À l'intérieur, la carte portait un message court, écrit de cette écriture, qu'il reconnaissait entre toutes « Je n'ai pas oublié et je n'ai plus peur, à bientôt peut-être ». Il lut la phrase plusieurs fois. Il ne sourit pas, il ne pleura pas, mais son cœur battait plus lentement, plus fort. Ce n'était pas une fin, ce n'était pas un retour, c'était une possibilité, une porte entr'ouverte. Et pour lui, cela valait tous les serments du monde. 1 an s'était écoulé depuis la première soirée. Depuis la lumière dorée du salon de l'hôtel de Crillon, le champagne refusé, la franchise d'une jeune femme qui, par sa seule présence, avait mis en déroute un homme que l'on croyait inébranlable. Une année entière, marquée par des silences éloquents, des regards croisés dans des couloirs intérieurs, des décisions prises à contre-courant de toutes les logiques d'image et de pouvoir. Mathieu Delvaux n'était plus l'homme pressé, perfectionniste, coupé du monde derrière ses chiffres et ses titres. Il était devenu autre, non parce qu'Élodie l'avait changé, mais parce que sa rencontre avec elle avait révélé en lui une faille qu'il n'avait jamais osé explorer. Durant ces 12 mois, Mathieu n'avait plus tenté de la revoir. Il n'avait jamais cherché à interpréter le message laissé dans le livre, ni à provoquer un nouvel échange. Il avait simplement continué sa vie, avec un calme plus profond, une distance assumée vis-à-vis des jeux de pouvoir, une attention nouvelle portée à ceux qu'on ne voit jamais. Il avait instauré des bourses, modifié la structure interne de son entreprise pour la rendre plus humaine, révoqué les règles tacites de silence qui étouffaient les élans sincères. Il avait commencé à écrire aussi pour lui-même, des fragments, des pensées, des observations, pas pour publier mais pour comprendre. Un jour de printemps, alors qu'il embarquait pour New York à bord d'un vol discret, il acheta presque machinalement un recueil de textes en vitrine dans une librairie de l'aéroport. Le titre attira son attention, « Liberté et dignité », esquisse d'un chemin intérieur. Il n'y prêta pas tout de suite une attention particulière. Ce n'est qu'une fois installé, après le décollage, qu'il l'ouvrit. Il lut la préface. Elle était signée par une maison d'édition universitaire, petite, indépendante, basée à Lyon. Puis il tourna la page suivante. Le nom de l'autrice apparut. Élodie Moreau. Son souffle se coupa une fraction de seconde. Il resta figé, incapable de tourner la page immédiatement. Il parcourut les premières lignes, lentement, presque avec crainte. Mais très vite, la voix d'Élodie, son ton, son regard, s'insinuèrent dans le texte. Ce n'était pas un récit personnel. C'était une réflexion, dense mais accessible, sur ce que signifie tenir debout sans soutien, sur la force silencieuse de ceux qui avancent sans armure. Elle parlait de choix, de solitude choisie, de respect de soi, sans haine, sans revanche, avec une lucidité désarmante. Mathieu lut tout le texte pendant le vol, oubliant le repas, ignorant les annonces. Ce n'était pas une déclaration cachée, ni un clin d'œil dissimulé. Et pourtant, chaque phrase semblait lui parler. Non pas à lui en tant qu'homme, mais à l'homme qu'il avait été obligé de redevenir pour la comprendre. Il garda le livre dans sa valise, ne l'évoqua à personne, mais dès son retour en France, il décida de l'acheter en plusieurs exemplaires. Il en fit envoyer un à chaque membre du conseil d'administration, sans mot d'accompagnement. Il en déposa un dans chaque bureau de son siège. Il n'imposa rien. Il laissa les mots d'Élodie parler pour elle. Quelques semaines plus tard, il reçut une lettre, une enveloppe écrite à la main, sobre. À l'intérieur, une carte postale représentant le jardin du Luxembourg. Elle ne contenait qu'une seule phrase. « Passes-tu parfois par là ?» Aucun prénom, aucune signature. Mais il n'y avait pas besoin.
Il s'y rendit un dimanche. Il n'attendait pas. Il n'espérait rien. Il marchait entre les allées, observant les enfants courir, les vieilles dames lisant sur les bancs, les couples en silence. Il s'assit près de la fontaine, un livre à la main, le sien à elle, et attendit sans tension. Elle arriva sans bruit. Elle s'approcha lentement, s'assit à côté de lui, sans même dire bonjour. Il tourna la tête, la regarda. Elle avait changé, non pas physiquement, mais dans le regard. Elle semblait plus solide encore, plus libre. Elle posa sa main sur le banc, à mi-distance entre eux deux. « Tu l'as lu » murmura-t-elle. « Chaque mot. »« Et tu as compris ?» Il hocha la tête. Qu'ils restèrent ainsi quelques minutes, à regarder le bassin. Elle ne demanda rien de ce qu'il avait fait. Il ne lui demanda rien de ce qu'elle deviendrait. Il n'y eut ni promesse, ni plan, ni rêve avoué. Juste deux êtres humains, réunis sans nécessité de se prouver quoi que ce soit. Quand elle se leva, il se leva aussi. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la sortie du parc. Elle l'arrêta doucement. « Tu sais que je ne veux pas être définie par toi. Et moi, je ne veux pas t'enfermer dans mon histoire. Alors peut-être qu'on peut marcher ensemble un peu, sans se perdre de vue. » Il acquiesça, c'était assez, c'était tout. Et ce fut ainsi que leur histoire reprit. Non pas dans les éclats, non dans les serments ou les retours spectaculaires, mais dans la maturité tranquille de deux âmes qui avaient appris à se regarder sans avoir besoin de se sauver. Elle n'était plus une inconnue aux yeux francs. Il n'était plus un PDG figé dans ses fonctions. Ils étaient devenus enfin des égaux, capables d'aimer sans dominer, de s'éloigner sans disparaître, de revenir sans se posséder. Et cette fin-là, justement parce qu'elle ne promettait rien de définitif, valait toutes les fins heureuses.